Bonjour Bon, à tous. Voilà, donc je vais faire une petite conférence qui prendra peut-être la forme d'une causerie plutôt que d'une conférence vraiment structurée sur la monarchie française et la monarchie espagnole comparées. Et la question est de savoir pourquoi ces deux monarchies qui sont très similaires dans bon nombre de leurs aspects sont l'une toujours en place, la monarchie espagnole, et la monarchie française qui a disparu, en tout cas qui n'a plus le pouvoir. Donc même si on a toujours un roi statutaire, on n'a plus de roi au pouvoir en France et on a une république. Donc voilà, l'idée c'est monarchie française contre monarchie espagnole, pourquoi l'une est toujours en place et l'autre pas. Donc voilà, c'est un aspect disons que c'est un exposé qui traitera des aspects historiques et juridiques et politiques évidemment, sur cette thématique-là, parce que bon, voilà. Donc notre idée est de se demander comment deux pays voisins très très similaires, ont pu évoluer de manière aussi différente à l'heure actuelle. L'idée, c'est ça, c'est de faire un exposé comparé sur les deux monarchies, un exposé qui sera à la fois un exposé historique, un exposé juridique et un exposé politique. Donc, essayer de tirer les leçons et puis de mieux comprendre et puis d'approfondir un petit peu nos idées là-dessus. Bon, ce que je voudrais dire d'abord, c'est que c'est un sujet qui est extrêmement vaste, parce qu'on parle de régimes politiques qui sont anciens. La monarchie française remonte à l'époque de Clovis, donc 496. La monarchie espagnole remonte aussi à la même époque, donc le 5e siècle, la, la, la chute de l'Empire romain, et donc les invasions barbares. Les Francs en France, enfin, ce qu'était la Gaule romaine, et les Visigoths en Espagne, ce qui était à l'époque l'Hispanie, l'Hispania. Donc voilà, ce sont deux monarchies qui sont très anciennes. Donc la thématique est très vaste. On va essayer de balayer en 3/4 d'heure, 1 heure, l'histoire de ces deux pays sur 1500 ans environ, hein, puisqu'on part du 5e et qu'on arrive au 21e. Et dans ces conditions, bon, mon propos est forcément un propos succinct. C'est un propos qui sera relativement bref sur les différents sujets, mais je vais essayer de mettre en évidence quelques points que je pense être intéressants et qui peuvent être des pistes de réflexion. Je vais faire un exposé en deux temps. Je vais dans un premier temps parler essentiellement de l'histoire comparée des deux pays, de quelle manière les deux monarchies ont évolué, et puis ensuite je vais faire un exposé qui sera plus juridique et plus politique, sur de quelle manière les deux pays se sont structurés politiquement et juridiquement, de telle sorte que bon, l'évolution a été en partie similaire et en partie différente avec les résultats qu'on a à l'heure actuelle. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Bon, forcément, je vais essayer de faire de parler de manière un petit peu imagée avec des exemples, de manière à ce que ce ne soit pas trop rébarbatif pour les personnes qui ne connaissent pas le sujet, et que ce soit, si possible, intéressant et instructif. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur la monarchie française et sur la monarchie espagnole depuis 1500 ans, donc depuis la chute de l'Empire romain au 5e siècle? Ce sont des royaumes, comment dire, ce sont des royaumes qui sont créés par les barbares, qui envahissent l'Empire romain à sa chute en 476, et donc on se retrouve avec des Francs qui prennent le pouvoir dans la Gaule romaine, et des Visigoths qui prennent le pouvoir à la même époque, fin du 5e siècle, dans la péninsule ibérique, qui était la province d'Hispania qui était la province d'Hispania dans l'Espagne et le Portugal actuel, dans la péninsule. Bon, ce sont des régimes qui sont très similaires. On a Clovis chez les Francs. On a les rois Visigoths dans la péninsule ibérique, et ce sont évidemment des régimes qui vont fonctionner à peu près de la même manière. Donc ce sont des tribus qui prennent le pouvoir sur les populations romanisées
du territoire, et donc qui vont évoluer comme des monarchies médiévales du haut Moyen Âge de l'époque, donc des chefs de guerre comment dire, qui vont exercer leur pouvoir les populations locales. Ce sont des peuples qui vont se christianiser. On a Clovis en 496 qui devient le premier roi catholique. À l'époque où les Wisigoths en Espagne sont encore dans l'arianisme, mais rapidement les chrétiens espagnols, les chrétiens oui, on peut déjà les appeler espagnols d'une certaine manière. Donc les chrétiens wisigoths vont eux aussi adopter le catholicisme au siècle suivant, et on se retrouve donc au bout d'un siècle ou deux avec des populations qui sont entièrement christianisées et catholiques. Je rappelle que les Romains, eux, étaient catholiques. Et dans ces conditions-là, ce sont des monarchies qui évoluent de manière similaire et sans se fréquenter, sans s'affronter. Le grand événement de la chrétienté à cette époque-là, c'est l'invasion arabe de 711. Donc 711, invasion de l'Espagne par Tariq, qui est un berbère, qu'on appelle un arabe, mais qui est en fait un berbère. Donc ce sont l'apparition de l'islam et ensuite les invasions musulmanes qui vont faire que par le Maghreb, les musulmans vont tenter de conquérir toute la chrétienté et donc de conquérir l'Europe. Et donc ils vont commencer par l'Espagne à l'occasion d'un conflit politique en Espagne. À la même époque, on a les Mérovingiens qui sont au pouvoir en France, et c'est l'époque des rois fainéants, donc des derniers Mérovingiens qui sont en complète décadence, et c'est l'époque des maires du palais avec Charles Martel dans la Gaule franque, qui n'est pas encore la France. Et donc à cette époque-là, on va avoir deux grands événements. 711, enfin trois grands événements. On va avoir 711, l'invasion musulmane, et donc le pays qui est pris entièrement par les musulmans. La défaite de Rodrigue, qu'on appelle aussi Roderick, qui est tué en 711. L'invasion totale du pays avec une légère résistance dans le nord du pays, dans les Asturies. Et c'est là que commence l'histoire de l'Espagne moderne, si on peut dire. C'est la bataille de Covadonga en 718. Donc dans le nord, c'est une région très montagneuse et très aride. Et donc là, les musulmans sont mis en échec par Don Pelayo, par Pelage, qu'on appelle aussi Pelage le conquérant. Donc, ou qu'on appelle Pelayo en espagnol, et donc qui lui va être le premier roi de la reconquête, de la Reconquista. Et donc il va avoir une victoire décisive. Alors, on dit parfois que c'est une escarmouche qui a été favorable aux chrétiens. Toujours est-il que c'est le point de départ de la reconquête, c'est-à-dire que l'invasion musulmane en Espagne est stoppée, ou en tout cas, elle connaît un premier grand échec. Même s'il n'est peut-être pas considérable, ça permet la création d'un royaume chrétien dans les Asturies. Et donc ce nouveau roi qui va succéder à Roderick, mais qui est un chef wisigoth, ce nouveau roi Pelayo, c'est l'initiateur de la Reconquista. Donc c'est à partir de lui que pendant 7 siècles, on va reconquérir tout le royaume d'Espagne. Et donc, ça, c'est un premier élément clé. Et deuxième élément clé, évidemment, c'est la bataille de Poitiers en 732, parce que les musulmans sont remontés. Ils sont remontés jusqu'à Poitiers, et là, ils sont mis en échec par Charles Martel. Et donc là, c'est à partir de ce moment-là, l'arrêt total de la conquête de l'Europe par les musulmans. Donc 3 dates clés: 711, la prise de la péninsule
par les musulmans, par Tariq. 718, la victoire de Covadonga par Pelayo et ses hommes, qui sont des nobles visigoths qui ont refusé de se soumettre et qui gagnent. Et 732, Charles Martel, le maire du palais, le père de Pépin le Bref, qui en 732 donc marque une victoire décisive contre les musulmans et qui arrête les invasions arabes, sarrasines, comme on les appelle. Et donc à partir de là, on a un reflux musulman jusqu'aux Pyrénées, et on a la péninsule ibérique, donc qui est donc les anciennes provinces romaines et l'ancien royaume wisigoth, qui lui prenait toute la péninsule. Il n'y avait pas de Portugal à l'époque, ça n'existait pas. Donc l'ancien royaume wisigoth, lui, se retrouve entre les mains des chefs musulmans, qui eux-mêmes sont nombreux, qui vont se quereller entre eux, mais et tout à fait au nord, dans les Asturies. Dans les Asturies, c'est la région d'Oviedo et de Gijón, et donc tout au nord dans les Asturies, cette zone de Covadonga, avec le début de la reconquête en 718. Donc ça c'est un point de départ, et ça c'est un premier point, on va dire, un premier point intéressant entre la France et l'Espagne, c'est qu'on a des royaumes chrétiens qui se battent contre l'envahisseur musulman, et donc ce sont des chrétiens qui veulent évidemment maintenir la présence chrétienne sur la terre chrétienne. Donc ça c'est un point intéressant sur la manière dont ces royaumes vont fonctionner. L'histoire de l'Espagne et de la France évolue de manière séparée pendant longtemps. À partir de 718, c'est la reconquête, c'est la reconquête du territoire. Ça va durer jusqu'en 1492, avec différents royaumes qui vont se créer. Donc en fait, le roi Pelayo n'a pas de descendance masculine, mais il a une fille qui va épouser un noble wisigoth, l'un de ses lieutenants, ou le fils d'un de ses lieutenants, et tous les rois d'Espagne actuels, et même depuis des siècles, descendent de Don Pelayo. Le roi Philippe VI actuel est un descendant en ligne féminine de Don Pelayo. Et donc on a cette monarchie qui est donc directement héritée de la reconquête, alors qu'on n'a pas une filiation avec la monarchie wisigothique antérieure. Donc on a vraiment un lien entre 718 et 2024. De la même manière qu'on a un lien en France entre le roi l'héritier actuel, l'aîné des Capétiens actuels, Louis XX, et Clovis via les Carolingiens et les Mérovingiens. Donc on a vraiment une succession par le sang. Ensuite, qu'est-ce que je voudrais dire sur l'Espagne? Donc on a cette reconquête qui va durer 7 siècles, qui va s'achever en 1492, le 2 janvier, avec la prise du royaume de Grenade. Et donc elle va se faire par la création de petits royaumes, de petits royaumes qui vont travailler ensemble ou se faire la guerre, avec pas mal de querelles de pouvoir et de succession, mais toujours avec un but principal, qui est d'abord la reconquête du territoire. Et après la reconquête du territoire, ce sera l'unité du territoire. Donc on a une monarchie médiévale de type féodal. Alors pas le même type de féodalité que la France, mais c'est quand même un régime de type féodal, avec des liens personnels très forts entre le roi, les seigneurs et les sujets, et avec toute une série de
comment dire, d'alliance entre les différents royaumes, en fonction des possibilités politiques, en fonction des intérêts de chacun, parce que la réalité, c'est que tous ces princes et tous ces rois défendent leur intérêt, ils défendent leur intérêt territorial et patrimonial, mais ils le font en s'occupant des populations. Et ça fonctionne plutôt bien, puisque au final on se retrouve avec un pays qui devient de plus en plus prospère, et qui finit par avoir cette splendeur qu'il va connaître ensuite au XVIe siècle, avec la conquête de l'Amérique, et puis une importance politique considérable. Donc l'Espagne du Moyen Âge prépare l'Espagne du XVIe siècle, qui sera à ce moment-là la première puissance mondiale, équivalente à ce que sont les États-Unis aujourd'hui, ou ce qu'ils ont été au XXe siècle. Donc c'est vraiment une puissance considérable. Mais donc cette monarchie espagnole, c'est l'addition de petites monarchies. On a le royaume des Asturies, qui va devenir le royaume de Léon, donc de Léon, c'est-à-dire avec cette capitale plus au sud qui est la ville de Léon, qui va ensuite s'associer, cette monarchie de ce royaume de Léon, qui va donner naissance au Portugal, qui va se séparer, et avec le Portugal qui est beaucoup plus atlantique, donc qui va lui aussi aller vers le sud pour conquérir des territoires sur l'envahisseur musulman, mais aussi aller vers la mer, puisque les Portugais sont un peuple de navigateurs. Madère, les Açores, ce sont des territoires qu'ils ont pris. Ensuite, donc, on a le royaume de Léon qui va se diviser et créer le royaume de Portugal. On a le royaume de Castille, qui est aussi une subdivision du royaume de Léon, qui va devenir indépendant, à tel point que la Castille va prendre le dessus sur le royaume de Léon. La Castille, c'est Valladolid, c'est Burgos, donc c'est le nord-ouest de Madrid. Madrid, qui est une petite bourgade sans intérêt jusqu'au XVIe siècle. Par contre, la grande ville, c'est Tolède, mais Tolède, qui est plus au sud de Madrid, et Tolède, c'était la capitale des Visigoths. Donc c'est une place importante, puisque Tolède est reprise en 1085, donc dès le XIe siècle. Mais c'est toujours cette progression vers le sud et vers l'est. Plus à l'est, on a ce qu'on appelle la Catalogne aujourd'hui, mais qui est en fait à l'époque le comté de Barcelone, le royaume d'Aragon. Qui est la région de Saragosse, et donc cette partie-là, avec des rois qui sont différents, qui sont toujours issus tous de cette monarchie primitive de Don Pelayo, de Pélage, et donc qui sont issus et qui sont, par un jeu d'alliance, de mariage, qui ont toujours cette même progression vers le sud, pour reconquérir le territoire. On a les Baléares avec le royaume de Majorque. On a le royaume de Valence, donc tout ça, progression vers le sud au fur et à mesure que le temps passe, et donc ça va durer 7 siècles jusqu'à la reconquête du territoire. Et il y a toujours en même temps cette volonté d'unité. Donc volonté d'unité, de la même manière qu'on a une volonté d'unité chez les Capétiens en France, avec les rois qui vont épouser les princesses, et les héritières des fiefs, importants. Chez les Capétiens, qu'est-ce qu'on a ? On a Hugues Capet, qui est un petit seigneur en 987, qui va laisser le trône à son fils Robert II en 996, et puis petit à petit on s'empare de la Bourgogne, on reprend la Champagne. C'est Philippe le Bel qui va être le premier comte de Champagne de la maison de la maison capétienne, puisqu'il épouse l'héritière de la Champagne, qui est aussi reine de Navarre. On a à nouveau un retour vers le sud, puisque la femme de Philippe le Bel, Jeanne de Champagne, était reine de Navarre, et c'est comme ça que les Capétiens, eux, mettent un pied dans la péninsule. Et sachant que la Navarre, à cette époque-là, était à cheval sur les Pyrénées. Donc il y avait la partie navarraise,
qu'on connaît à l'heure actuelle, qui est la Navarre espagnole, mais il y avait aussi la partie française entre guillemets, qui est le Béarn, ce qui nous ramènera plus tard à Henri IV. Et donc ces liens entre la France et l'Espagne sont des liens qu'on trouve tout au long de l'histoire du Moyen Âge, avec des liens qui sont essentiellement des liens d'amitié. La grande querelle entre la France et l'Espagne qu'on va connaître au XVIe siècle avec François Ier contre Charles Quint, ça n'existe quasiment pas au Moyen Âge. Alors ça n'est pas tout à fait exact, il peut y avoir des conflits d'intérêts, il peut y avoir, mais grosso modo, la France et l'Espagne sont des pays alliés, si tant est qu'on puisse parler d'Espagne, vu qu'en fait il y a beaucoup de roms différents. On sait par exemple que le frère de Philippe le Bel, Charles de Valois, avait été nommé roi d'Aragon par le pape en 1285. Justement à cause de querelles au sein du royaume d'Aragon, et que le pape avait tranché en destituant le roi d'Aragon et en accordant la couronne au fils du roi de France, au fils de Philippe III le Hardi. Philippe III le Hardi est allé en 1285 tenter de conquérir l'Aragon pour son fils. Malheureusement, il est mort à Perpignan, et donc il n'est jamais arrivé à destination. Et puis Charles de Valois n'a été qu'un roi titulaire d'Aragon. Mais tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire qu'on a deux royaumes qui sont proches, qui ont peu de rivalité, qui évoluent à peu près de la même manière, avec toujours cette idée d'unité, les rois de France qui vont faire l'unité autour d'eux et qui vont conquérir petit à petit les territoires en épousant des héritières. On a Louis VII qui épouse Aliénor d'Aquitaine, on a Philippe IV le Bel qui épouse Jeanne de Champagne, on a Jean le Bon qui va récupérer l'ancienne Bourgogne, qui va récupérer le duché de Bourgogne, mais au lieu de le réunir à la couronne, il va le donner à son dernier fils, Philippe le Hardi, ce qui créera des troubles. Et en Espagne, on a le même genre de politique, c'est-à-dire qu'on a ces mariages. Alors comme ce ne sont pas des relations de suzerain à vassal, ce sont des relations qui sont plus égales entre des rois, et donc on va avoir des mariages entre héritiers. Le plus connu de ces mariages entre héritiers, évidemment, c'est le mariage entre le roi d'Aragon et la reine de Castille, les héritiers, donc entre Ferdinand d'Aragon et Isabelle de Castille, qui est le début de l'unité espagnole, avec cette volonté par la suite de faire épouser à leur fils l'héritière de Portugal. Malheureusement, ça ne marche pas. L'un des enfants meurt, et donc l'unité espagnole ne se fait pas. L'unité de la péninsule ne se fait pas, mais c'est une obsession. C'est une préoccupation constante d'avoir l'unité du territoire. C'est un peu cette notion de frontière naturelle qu'on a connue en France à l'époque de Richelieu, qui voulait avoir un territoire homogène qui allait plus ou moins jusqu'au Rhin. Et donc sur la péninsule ibérique, c'est cette volonté d'unité. Alors en général, on voit, c'est la Castille qui essaye de faire l'unité espagnole en s'emparant puisque la Castille est centrale, en s'emparant des royaumes de droite, des royaumes à l'est, donc l'Aragon, et des royaumes à l'ouest, le Portugal. Mais en fait, on a 2 siècles auparavant, on a une tentative du Portugal de mettre la main sur la Castille, sachant que la Castille en Espagne, c'est le grenier à blé. Donc c'est là qu'est la nourriture. C'est une zone qui est centrale. Malheureusement, on s'en aperçoit moins à l'heure actuelle, parce que lorsqu'on va en Espagne, on y va souvent en avion, ou alors si on y va en voiture, on fait la route des écoliers et on va par le bord de mer. Mais il faut aller en Castille
il faut aller en Castille en voiture, il faut traverser la Castille en voiture, c'est couvert de champs de blé. C'est vraiment le grenier. La Castille, d'une certaine manière, dans le sud de l'Europe, c'est un peu comme l'Ukraine dans l'Est. C'est un grenier à blé, c'est un territoire qui est extrêmement fécond pour avoir de la nourriture, et donc c'est un territoire qui est extrêmement important à avoir. Et c'est pour ça que la Castille a eu ce rôle central dans la conquête et dans l'unité du pays, puisque qui tient la Castille tient de quoi nourrir l'ensemble du pays, plus ou moins. Qu'est-ce que je voulais dire de plus sur la monarchie, sur les deux monarchies françaises et espagnoles? Donc, dans un instant, je regarde. Oui, c'est bon. Donc, ce que je voulais dire, donc on a deux pays qui fonctionnent de manière à peu près parallèle, mais assez indifférents les uns des autres pendant le Moyen Âge, avec plutôt des alliances que des conflits. Ensuite, on a au XVIe siècle, on a évidemment la monarchie espagnole qui va changer, avec les Habsbourg qui arrivent sur le trône d'Espagne. Et là, forcément, la France qui se retrouve prise en étau par les monarchies des Habsbourg, l'Espagne à l'ouest et l'Autriche à l'est, les guerres de religion, ça va être une situation un peu plus compliquée. Avec des conflits. Mais là encore, on a deux types de monarchies qui sont équivalentes, qui sont des monarchies tempérées qui tendent vers la monarchie absolue, donc des évolutions similaires. Et puis ensuite, on a au XVIIIe siècle la succession d'Espagne qui pose problème, et un Capétien, un Bourbon, le petit-fils de Louis XIV, qui devient roi d'Espagne. Et c'est l'époque, à ce moment-là, de la monarchie absolue. Pour raconter ça de manière assez brève, donc jusqu'à la Révolution, on a une évolution à peu près similaire des deux pays, avec des alliances, parfois des guerres. Et ensuite, à partir le grand événement, évidemment, ça va être la Révolution française. La Révolution française qui va provoquer la chute de la monarchie française, qui va provoquer aussi la chute de la monarchie espagnole, puisque on a par la suite Napoléon qui prend le pouvoir en France et qui se met à conquérir une partie de l'Europe, dont l'Espagne, et à installer comme roi l'un de ses frères, le Joseph. Donc son frère Joseph, qu'on appelle José I en Espagne, devient roi d'Espagne, et il est un roi qui n'est pas spécialement populaire ni aimé. C'est un roi à la solde de son frère l'empereur Napoléon, et donc il va être chassé de manière brutale par les Espagnols qui vont se révolter. Et bon, on connaît la suite et la fin de l'Empire napoléonien. Et on va se retrouver en France et en Espagne avec des restaurations. Donc, restauration de la monarchie espagnole à la chute de Joseph Bonaparte, et restauration de la monarchie française en 1814 à la chute de Napoléon, donc en 1815. Les monarchies françaises et espagnoles vont elles aussi être touchées par ce phénomène qui est la monarchie parlementaire. Donc on n'a plus en France et en Espagne des monarchies absolues comme par le passé, on a des monarchies parlementaires, et là encore on a toujours cette tentation de reprise du pouvoir par le roi. Charles X, qui effectivement va tenter d'exercer un pouvoir royal plus proche de celui de l'Ancien Régime, et ce qui va conduire à sa chute en 1830. Et on va avoir le roi d'Espagne, Ferdinand VII, qui lui aussi va se voir imposer une constitution, c'est la fameuse constitution de 1812, qu'il va rapidement accepter puis rejeter, et qui va, alors lui ne sera pas renversé, mais à sa mort, c'est sa fille
qui est une enfant qui prend le pouvoir, c'est la reine Isabelle II, avec une période de régence. Et là, on se retrouve effectivement avec encore une situation difficile, chaotique, qui ressemble à la situation française à cette époque-là, au XIXe siècle, c'est-à-dire des régimes qui sont troublés. Alors, en France, on va avoir l'usurpation de 1830 de Louis-Philippe, puis la chute de Louis-Philippe en 1848, puis la Deuxième République, puis le Second Empire. Dans l'Espagne du XIXe siècle, on va avoir des troubles qui sont toujours plus des troubles internes, c'est-à-dire qu'on n'a pas de régime, on n'a pas le régime qui chute, mais on a ce qu'on appelle les guerres carlistes. On a les guerres carlistes parce que les Bourbons en Espagne, Ferdinand VII était un Bourbon, les Bourbons en Espagne avaient instauré la loi salique, donc la succession de père en fils à l'exclusion des filles. Sauf que Ferdinand VII n'a pas réussi à avoir un fils, et donc au dernier moment, il va prendre une disposition qui va lui permettre de donner le trône à sa fille. Donc, c'est une petite fille qui hérite du pouvoir contre le frère du roi, qui était l'héritier présomptif et qui aurait dû devenir roi si la loi n'avait pas été modifiée in extremis. Et dans ces conditions-là, on se retrouve avec des guerres de succession qui vont tourner en faveur du pouvoir en place, donc de la reine Isabelle II, mais qui vont énormément déstabiliser le pays, au point que à la fin du XIXe siècle, on a une chute de la monarchie espagnole avec l'instauration de la République, puis l'instauration d'une nouvelle monarchie. Et c'est à cette époque-là, dans les années en 1870, à cause de cette guerre de succession d'Espagne, qu'on va avoir le régime de Napoléon III qui, lui, va tomber. Suite à la provocation de la Prusse. Donc, c'est une période qui est complexe, qui est politiquement et diplomatiquement, disons, hors de propos dans le cadre de ce petit exposé, mais on a encore cette imbrication France-Espagne dans la politique française et dans la politique espagnole. En Espagne, à cette époque-là, dans les années 1870, donc on a le roi Amédée de Savoie qui est choisi. Finalement, il devient roi d'Espagne. Il ne reste pas roi d'Espagne très longtemps. Il finit par abandonner le pouvoir quasiment de son plein gré, parce qu'il se rend compte que la situation est intenable. Et les Espagnols vont rappeler le fils d'Isabelle II, Alphonse XII, qui va devenir roi d'Espagne à cette époque-là, dans le cadre d'une monarchie parlementaire, un peu à la sauce de ce qu'on aurait voulu faire en France dans les années 1870, et que Henri V a refusé, parce que lui était dans une situation particulière et différente. Et donc, on a donc cette monarchie espagnole qui va durer jusqu'en donc la monarchie française, on le sait bien, prend fin en 1870-1873, lorsque le comte de Chambord décide de ne pas donner suite aux propositions de restauration de la monarchie, dans la mesure où on voulait lui imposer des conditions et il ne le souhaitait pas, et où les parlementaires français divisés quant à la restauration, mais finalement unis quant à la République, finissent par voter la République par défaut en 1875. Mais en Espagne, on a une restauration qui se met en place, qui fonctionne tant bien que mal jusqu'en 1931. Et en 1931, la monarchie espagnole va tomber de manière un peu bête, mais c'est l'air du temps. C'est l'air du temps, c'est l'époque des dictatures dans les années 30, et qu'il s'agisse des dictatures fascistes ou des dictatures communistes, et la monarchie espagnole va sombrer de manière assez bête dans ce contexte-là, avec des républicains qui sont très véhéments, qui sont très agressifs, et qui s'emparent du pouvoir de manière totalement illégale, mais qui ont face à eux un régime qui est devenu très faible et qui va tomber facilement. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec la Deuxième République espagnole, qui elle-même est tellement pleine de défauts quant à sa naissance et quant à son mode de fonctionnement, et quant aux gens qui sont
là au pouvoir, qu'elle finit par s'entre-déchirer, et ce qui provoque le soulèvement nationaliste en 1936, avec l'issue qu'on connaît, la guerre civile, 1939, la victoire des nationalistes sur les républicains et les communistes, et l'instauration du régime de Franco, bon, qu'on aime bien qualifier de dictature à l'heure actuelle, qui n'a pas été un régime démocratique, c'est vrai, mais qui était quand même un régime sans rapport avec les dictatures de fer qu'on a pu connaître dans les pays de l'Est, ou avec les dictatures fascistes ou nazies des années 30. La preuve, l'Espagne n'est pas entrée dans la guerre, l'Espagne n'a jamais été ennemie des États-Unis. Eisenhower fréquentait, qui n'était pas un nazi Eisenhower, Eisenhower a fréquenté Franco, De Gaulle aussi fréquentait Franco, ils étaient amis. Et donc le régime s'est maintenu en se libéralisant un peu jusqu'en 1975. En 1975, c'est Franco qui avait décidé que l'Espagne redeviendrait une monarchie, et le roi Juan Carlos est devenu roi jusqu'à son abdication en 2014. Et donc depuis 10 ans, on a le régime de Philippe VI. Bon, ce petit exposé qui est peut-être un peu long et rébarbatif, ce que je voudrais dire, la différence entre ces deux monarchies, principalement, c'est leur mode de fonctionnement. Et là où ce qui est intéressant par rapport à la monarchie, entre la monarchie française et la monarchie espagnole, c'est que ce qui a été des forces pour la monarchie française à l'époque de la monarchie, et qui était des faiblesses pour la monarchie espagnole, au moment des difficultés, et donc de la chute des monarchies, disons que la force de la monarchie française est devenue sa faiblesse, et la faiblesse de la monarchie espagnole est devenue sa force. Je m'explique. Nous avons en France une monarchie de type successif, c'est-à-dire qu'on a une monarchie successive et une monarchie statutaire. Donc c'est une monarchie statutaire qui fait que le roi est roi en fonction de la loi de succession. Et dans ces conditions-là, la possibilité qu'il y a de jouer sur qui sera roi est absolument impossible. La possibilité, elle est égale à 0. Le roi de France est l'aîné des Capétiens. Point. Issu d'un mariage catholique valide. Voilà. Donc, à partir du moment où le roi de France a un fils légitime, ou plusieurs, c'est l'aîné de ses enfants légitimes qui sera le roi de France. Et à partir de là, on n'a pas d'autres règles. Et ça fait de la monarchie française un roc quant à la succession. C'est ce qui fait ce qu'on appelle le miracle capétien tout au long du Moyen Âge, donc de 987 jusqu'à 1314, on a une monarchie de père en fils et de père en fils aîné. Et de ce point de vue-là, on n'a pas de problème de succession. Donc toutes les guerres de succession qu'on a pu avoir par ailleurs dans les autres pays, et notamment en Espagne, on ne l'a pas en France. On a ensuite une succession qui se fait par le frère à défaut de ou par l'oncle à défaut de fils, puisqu'on connaît l'histoire de la succession de Philippe le Bel. Philippe le Bel meurt en 1314, son fils aîné Louis le Hutin, Louis X, qui était roi de Navarre d'ailleurs, qui était roi de France et de Navarre, devient roi. Il meurt en 1316. Il laisse la reine enceinte. On attend la fin de la grossesse de la reine. C'est très important ça. On attend la fin de la grossesse de la reine pour savoir si c'est un garçon ou une fille qui naît. C'est un garçon qui naît, Jean Ier. Le roi Jean, donc cet enfant, devient roi immédiatement. Malheureusement, il meurt au bout de 5 jours. Et donc, comme il meurt au bout de 5 jours, il a été roi pendant 5 jours, mais s'ouvre la succession encore en ligne masculine. Et là, qui succède?
ce n'est pas la sœur du petit Jean Ier, parce qu'il avait une sœur aînée, c'est l'oncle. Et donc c'est le roi Philippe V le Long qui va succéder. Lorsque le roi Philippe V meurt en 1322, lui n'a pas de garçon, il n'a que des filles, il n'y a pas de reine enceinte, donc la succession est immédiatement ouverte et close, si je puis dire en même temps, c'est-à-dire que c'est le frère, Charles IV le Bel, qui va succéder. Et donc on a vraiment une succession qui est statutaire et qui fonctionne très très bien. Il y a eu quelques moments de flottement entre guillemets au moment de la mort de Jean Ier, mais bon, très rapidement, c'est l'héritier légitime, donc l'aîné des Capétiens qui devient roi. Philippe V le Long meurt, c'est le nouvel aîné des Capétiens, son frère cadet Charles IV qui devient roi. Et lorsque Charles IV meurt en 1328, on a à nouveau la règle qui s'applique, sauf que là encore la reine est enceinte, donc on attend la fin de la grossesse, on a un interrègne, on a un régent qui est nommé, et la reine accouche, et lorsque la reine accouche, on se rend compte que là, on n'a pas un garçon, on a une fille, donc la fille n'est pas reine, elle n'hérite pas, et là, c'est à nouveau l'aîné des Capétiens, vivant, c'est Philippe VI de Valois, donc le cousin germain de Charles IV le Bel, qui devient un roi à son tour. Et on passe à la maison de Valois. Mais on est toujours avec un aîné des Capétiens. Et ainsi de suite. La succession se fait de cette manière jusqu'à Charles VIII, succession de père en fils. Ensuite, on a une succession encore par un cousin au second degré, c'est Louis XII. Mais Louis XII était également l'aîné des Capétiens. Et ensuite, on passe à François Ier, également cousin de Louis XII qui n'a pas eu de fils, et on se retrouve encore avec les Capétiens. Puis une succession de père en fils, jusqu'au dernier Valois, qui eux ont une succession de frère en frère. Charles IX, par exemple, avait un fils, mais Charles IX avait un fils non légitime, et donc qu'il avait eu de Marie Touchet. Et donc le fils de Charles IX ne succède pas, c'est Henri III qui devient l'aîné des Capétiens, donc le roi de France. Et lorsqu'Henri III meurt sans fils en 1589, c'est Henri IV, le cousin que je dise pas de bêtises, au 11e degré, je ne sais plus si c'était au 11e ou au 17e degré, mais enfin c'est un cousin très éloigné, puisqu'il faut remonter jusqu'à Saint-Louis, mais qui est l'aîné des Capétiens, et là encore, c'est Henri IV qui devient roi, et ainsi de suite. Et donc, la force de la monarchie française, c'est ce côté statutaire. Et ça se poursuit jusqu'en 1830, et en 1830, on a ce problème-là en France, c'est que bien qu'il y ait, d'abord il y a une abdication qui normalement n'est pas possible, ensuite on a un fils qui pourrait devenir roi, qui lui ne règne pas, c'est Louis XIX, le fils de Charles X, et en dernier lieu on a Henri V qui lui non plus ne règne pas. Et on a l'usurpation de Louis-Philippe, qui lui est un cousin éloigné et qui n'est absolument pas l'aîné des Capétiens. Et Louis-Philippe d'Orléans n'est pas l'aîné des Capétiens, pas plus que ses descendants actuels ne sont les aînés des Capétiens. Donc on a cette monarchie statutaire en France, qui est une force considérable parce qu'elle a permis d'éviter toutes les guerres de succession. La guerre de Cent Ans est une guerre de succession, mais qui s'achève dans l'échec total dans l'échec total pour les Anglais, parce que justement, ils ne remplissaient pas cette condition statutaire d'être l'aîné en ligne masculine. En Espagne, c'est différent. En Espagne, on a une monarchie qui fonctionne différemment. On a une monarchie qui va fonctionner en fonction qui n'est pas une monarchie statutaire. Déjà, c'est une monarchie en ligne féminine. Donc, la monarchie en ligne féminine, il faut savoir que dans une monarchie guerrière, la reine, si elle doit combattre, elle va combattre à travers son mari. Donc, par principe,
qu'est-ce qu'on va avoir comme souci? On va avoir la question de savoir qui va épouser l'héritière. Et à chaque fois, on a ces questions-là. Donc, on va avoir des rois qui sont donc des pères qui sont soucieux de marier leur fille, pas seulement pour avoir des alliances et pour gagner du territoire, mais simplement pour avoir un roi qui va prendre leur suite. Et donc c'est ce qui va créer dans la péninsule toutes ces questions. Alors ça va favoriser l'unité du territoire, puisque forcément, quand on épouse la reine, on devient roi, donc on va joindre souvent deux territoires. C'est comme ça que le roi d'Aragon, en épousant l'héritière de Castille, va prendre le pouvoir en Espagne. Un point important à savoir, c'est que en Espagne, le premier titre du roi d'Espagne, c'est roi d'Espagne et roi de Castille, mais en pratique, la maison au pouvoir, c'est la maison d'Aragon, puisque c'est le roi d'Aragon qui a épousé la reine de Castille. Donc, le pouvoir est à Madrid, en Castille, mais la famille, en fait, est originaire de l'Aragon. C'était une famille d'Aragon qui est également originaire de Castille, compte tenu des grands, comment dire, des alliances précédentes. Mais c'est bon, c'est une parenthèse. Et tout ça pour dire quoi? Que cette monarchie qui se fait en ligne féminine va avoir des points de faiblesse, parce que forcément, il y a des luttes d'alliance considérables pour s'emparer du territoire. Donc, ça peut avoir des effets positifs, ça peut avoir des effets négatifs. Toutes les querelles entre la Castille et le Portugal sont liées à la volonté des rois de Castille de mettre la main sur le Portugal lorsqu'il y a une héritière portugaise à épouser, ou alors du Portugal de mettre la main sur la Castille lorsqu'il y a une héritière castillane à épouser. Donc on a toute une série de querelles qui vont favoriser l'unité du pays, avec beaucoup d'alliances, mais aussi beaucoup de guerres territoriales, justement dans ce but de s'emparer du royaume voisin. On n'a pas ce problème-là en France, où on a un pays où, justement parce qu'on a cette monarchie statutaire, la fonction royale, la charge royale est indisponible. Et donc, on ne peut pas s'en emparer. Soit on est le fils du roi, soit on ne l'est pas. Donc, soit on sera roi, soit on ne sera jamais roi. Et il n'y a pas comment dire, ce concours, ces enchères d'ambition qui vont exister en Espagne, et qui sont une faiblesse pour le pays pendant très longtemps. Un certain nombre de guerres en Europe auront lieu justement à cause du fait que l'Espagne a été un territoire à prendre. Les querelles entre la France et l'Espagne au XVIe siècle sont le fruit des négociations et de l'enjeu de s'emparer du trône d'Espagne, donc de l'héritage des rois catholiques et donc des territoires d'Amérique, parce que les rois catholiques ont une fille à marier. Et donc finalement, qui est-ce qui va gagner, la course? C'est Philippe le Beau, le fils de Maximilien, le fils de l'empereur Maximilien, alors qu'il y avait concurrence du côté de la France, parce que la France aurait voulu faire épouser à l'héritière de Castille un Français. Il y a eu des projets, mais qui ont avorté. Donc on se retrouve au niveau de l'Espagne, donc sur un territoire immense, avec les possessions d'Amérique. On se retrouve au niveau de l'Espagne, avec les problèmes qu'on a pu connaître en France, avec la Bretagne. Quand la Bretagne était à prendre, et il fallait faire épouser au roi l'héritière de Bretagne. Donc on connaît les problèmes d'Anne de Bretagne, qui a dû épouser successivement Charles VIII puis Louis XII, parce que le territoire devait être réuni à la couronne puis au domaine royal, et de quelle manière Claude de France, la femme de François Ier, a dû
a dû plus ou moins, qu'elle le veuille ou non, céder la Bretagne à la France, même si ça s'est pas fait de manière brutale. Et donc pour arriver à Henri II, qui est roi de France, y compris et qui tient la Bretagne, on a toute une série de problèmes. Il faut imaginer les problèmes qu'on a en Espagne. Lorsque la Castille veut s'emparer du Portugal, le Portugal veut s'emparer de la Castille veut l'Aragon veut la Castille, l'Aragon et la Castille réunis tentent d'avoir le Portugal, finalement le Portugal s'échappe, le Portugal est repris. Enfin, je fais ça en accéléré, mais vu de loin et vu de haut, ça a un côté presque comique. Et donc on n'a pas ce problème-là je dis comique et pathétique en même temps, parce que ce sont des guerres, ce sont des querelles, et on n'a pas ce problème-là avec la monarchie française, qui, en ligne masculine, en ligne légitime et de manière statutaire, dit qui est le roi. Et donc le souci de l'Espagne à cette époque-là, c'est aussi donc les guerres de succession en ligne féminine, mais aussi parce que la bâtardise est également acceptée. On a plusieurs rois d'Espagne qui ne sont pas légitimes. L'exemple le plus connu, c'est l'exemple de Pierre le Cruel contre Henri de Trastamare. Pierre le Cruel, au XIVe siècle, est un roi qui est d'ailleurs allié de la France, Pierre le Cruel. Donc Pierre II, Pierre Ier, attendez que je vous dise pas de bêtises. Non, c'est Pierre II le Cruel. Pierre Ier, c'est en Russie. Les rois Pierre ont souvent de mauvais surnoms. Donc le roi Pierre le Cruel au XIVe siècle en Castille est un roi qui va se retrouver dans une guerre de succession et qui va être finalement détrôné, vaincu et tué par son demi-frère illégitime. Et va s'instaurer à ce moment-là la dynastie de Trastamare, qui est une dynastie qui n'est pas d'origine légitime, qui est issue d'un bâtard. Mais ça va fonctionner. Ça va fonctionner. On a le même schéma au Portugal, où finalement, en 1640, quand les Portugais se séparent de l'Espagne, alors que le roi d'Espagne était leur roi légitime, le roi d'Espagne était l'héritier légitime du trône de Portugal, mais finalement, la volonté des Espagnols de centraliser et d'imposer trop de pouvoir castillan au Portugal provoque une révolte, et les Portugais prennent leur indépendance. Je ne vais pas dire se libèrent, parce que bon, moi je suis un petit peu castillano-centré et pro-Castille, je l'avoue et je le confesse. Et donc, lorsque les Portugais se séparent de l'Espagne, eh bien, ils vont mettre un roi qui, lui, n'est pas d'origine légitime, mais qui est davantage portugais. En tout cas, il n'est pas allié à la Castille ni à l'Espagne. Et donc, le Portugal sera indépendant, et il est toujours à l'heure actuelle. Et donc cette séparation entre le royaume d'Espagne et le royaume de Portugal se fait également à travers des dynasties différentes. Et là encore, pas de monarchie statutaire, donc toujours beaucoup de possibilités de mettre le trône aux enchères des ambitions. Et c'est ce souci-là qu'on a dans la péninsule ibérique, qu'on n'a pas en France, sauf en 1830, mais bon, ça n'a pas duré, ça n'a rien donné de bon. Et cette force de la France et faiblesse de l'Espagne, à mon avis, va, au moment des monarchies parlementaires du XIXe siècle et au moment de l'affaiblissement des rois, va être, je dirais, une force pour l'Espagne, une faiblesse pour la France. Pourquoi ? Parce qu'en France, on a un roi statutaire, donc on a un roi légitime, donc on a un roi de droit divin qui peut, en toute bonne conscience, considérer que son pouvoir est juste, et parce que ce pouvoir est juste, il peut tenter de l'imposer, y compris par la force, lorsqu'il est contesté par la force. Alors, c'est évidemment
la question de Louis XVI, qui s'est montré, on peut le penser, extrêmement faible face à la force et à la violence des révolutionnaires, mais c'est aussi le pouvoir de Charles X qui, lui, tente d'employer la force face à une émeute qui n'est pas juste et qui n'est pas légitime, parce que Charles X, même s'il se montrait peut-être un brin autoritaire, n'était pas le tyran qu'on a voulu faire croire. Et donc Charles X qui se heurte à une émeute, qui essaye de rétablir son pouvoir par la force, et qui, lui, n'y parvient pas, d'abord parce qu'il est trahi, et ensuite parce que l'usage de la force, je dirais, par un pouvoir légitime au XIXe siècle, n'est plus accepté, parce que les sources de légitimité ont changé, et donc le roi légitime qu'est Charles X, eh bien, est délégitimé d'une certaine manière par l'usage de la force. Il est délégitimé par une population qui estime que la légitimité n'est plus la même. Et on a Henri V dans les années 1870, Henri V en 1830 qui a 10 ans, donc qui ne peut rien faire, Henri V en 1848 qui n'agit pas, soit parce qu'il n'a pas les moyens, soit parce qu'il n'a pas la volonté, c'est très difficile à savoir, mais en tout cas Henri V qui n'agit pas en 1848 alors qu'il a 28 ans, il aurait pu tenter de reprendre le pouvoir à la chute de Louis-Philippe, et Henri V en 1870 qui a donc 50 ans et qui lui attend qu'on lui remette le pouvoir, parce qu'il est légitime, et donc il estime que dans ces conditions-là, on doit l'appeler au trône, et que ça doit se faire dans les conditions. D'abord, ça devrait se faire sans condition, ça c'est un fait, parce que Henri V en 1870, en tant que monarque légitime, estime que le pouvoir devrait lui être remis, et donc il devrait simplement avoir à arriver à être en fonction, et ça n'est pas le cas. Donc on ne l'appelle pas, on ne lui met pas à disposition les moyens qu'il faudrait, on le soumet à des conditions qui sont inacceptables. On a parlé du drapeau, l'affaire du drapeau, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. La réalité, c'est qu'on veut faire de Henri V un monarque parlementaire. On lui écrit une constitution, on prévoit qu'il aura des pouvoirs, mais pas trop. On prévoit qu'il pourra agir, mais finalement avec une assemblée qui aura sans doute le dernier mot au final. Et donc le roi de France, qui n'est pas un roi soumis à des parlements, qui n'est pas, enfin, le parlement au sens moderne du terme, qui n'est pas soumis à des assemblées, eh ben, le roi de France ne peut pas accepter ce type de monarchie. Et donc le roi de France, bien, finalement, se retrouve écarté, et puis meurt en exil. Le cas d'Henri V est ensuite particulier, parce qu'Henri V n'avait pas d'enfant, n'avait pas de fils, ni même de fille, donc pas d'enfant. Donc problème de succession, comment transmettre le pouvoir ensuite, sachant que l'héritier présomptif était l'héritier du trône d'Espagne également, donc qui était un Espagnol, donc situation très très complexe. Et à la même époque, en Espagne, qu'est-ce qu'on a? On a à peu près les mêmes problèmes, puisque comme je disais tout à l'heure, on avait les Bourbons qui sont renversés, la République qui est proclamée, les Bourbons qui sont remplacés par un prince de la maison de Savoie qui ne reste pas, les Bourbons qui ont été renversés sous Napoléon mais qui sont revenus, on a la République qui vient, on rappelle les Bourbons. En fait, tout ce désordre politique en Espagne, disons que l'Espagne est davantage accoutumée, et au final, une constitution imposée par un parlement, pourquoi pas? Et pour cette raison-là, je pense que le fait qu'en Espagne on puisse choisir son roi, je dirais, fait que les Espagnols s'accommodent davantage de ce régime, qui est un peu plus tendre, un peu plus mou, un peu plus... c'est un régime aussi qui plaît beaucoup aux milieux d'affaires, aux puissances d'argent,
qui elle aime avoir la haute main sur le pouvoir. Et ça, ce n'était pas possible. La monarchie de Louis-Philippe était une monarchie d'affairistes. La monarchie que voulait Henri V, c'était une monarchie pour les ouvriers. C'est une monarchie pour le peuple. Les manifestes de Henri V sont des textes de politique sociale qui sont tout à fait émouvants, parce que c'est un homme qui se préoccupe du bien des peuples, mais dans une époque où je dirais c'est secondaire, puisque ceux qui détiennent le pouvoir et ceux qui finalement vont fabriquer le roi, ce sont les banquiers, ce sont les industriels, et donc ces gens-là ne veulent pas d'un roi statutaire qui est en train de se préoccuper du salaire horaire des ouvriers, des conditions de travail et du temps de sommeil des pauvres gens. En Espagne, par contre, on a une monarchie qui est davantage liée aux puissances d'argent, davantage liée à la banque et à l'industrie. Et donc cette monarchie-là, qui est un peu la monarchie orléaniste, hein, la monarchie des Bourbons en Espagne, c'est un peu la monarchie dont voulaient les d'Orléans en France. Et c'est une monarchie qui est davantage liée au pouvoir de l'argent. Et cette monarchie se maintient beaucoup mieux, avec un roi qui accepte d'être un monarque plus ou moins à l'anglaise, et avec des prérogatives qui diminuent au fur et à mesure. Et on le voit à l'heure actuelle, la monarchie de Philippe VI n'est pas celle de Juan Carlos. Juan Carlos, en 1975, est devenu roi parce que c'est ce qu'avait prévu Franco à sa mort. Et donc il devient roi, et qu'est-ce qu'il instaure? Une monarchie parlementaire où il est dépourvu de tout pouvoir, alors que en 1975, Juan Carlos dispose de la totalité, de la plénitude des pouvoirs qu'avait le général Franco auparavant. Donc il pouvait théoriquement poursuivre cette voie et fonctionner de cette manière-là. Il choisit une voie qui est différente, qui à mon avis a été une bonne solution. Parce que dans le contexte, je pense qu'il n'aurait pas tenu quelques années, voire même quelques mois, s'il avait tenté de poursuivre dans la voie de Franco. Mais en tout cas, c'est une monarchie qu'il met en place, qui est une monarchie parlementaire à l'anglaise, et qui a fonctionné malgré tout, malgré de gros défauts, elle a fonctionné. On a déjà eu une succession, puisque le roi a abdiqué et son fils lui a succédé il y a 10 ans. Et à l'heure actuelle, on a un roi Philippe VI qui, lui, et quand même, je pense, exerce beaucoup moins le pouvoir que ceux qui exerçaient son père. Et bon, je vais dire quelque chose qui est peut-être méchant, mais bon, Philippe VI, parfois on a l'impression que c'est plus un notaire qui enregistre qu'un monarque. Mais la réalité, c'est qu'il est au pouvoir. Dans une monarchie successive, statutaire comme la France, c'est tout à fait impossible. On ne peut pas avoir un roi sans pouvoir en France. Ça n'est pas faisable. Et c'est pour ça que la monarchie française n'a pas pu être restaurée, parce que il fallait un restaurateur. Et en Espagne, ça a été Franco. Et en France, bon, on n'en a pas eu. Et surtout, les conditions n'étaient pas réunies. On ne peut pas avoir de monarchie faible en France. Je crois que c'est ça le point principal. La question, c'est de savoir si à l'avenir, et ce sera un peu mon point de conclusion, on aura... parce qu'on a quand même chez les peuples une volonté d'être gouverné, et pas forcément d'être gouverné comme on l'est à l'heure actuelle, surtout qu'on voit les limites de la démocratie parlementaire, et on voit les difficultés qu'il y a dans la démocratie directe. Donc, la question, c'est de savoir si les peuples voudront avoir dans un avenir prochain des gouvernants qui les gouvernent autrement que le font les dirigeants actuels, que ce soit notre président, que nous aimons tous autant qu'un grand timonier. Je rigole pour ceux qui ne comprennent que le premier degré. Et donc, est-ce qu'on veut avoir
on veut avoir des républiques absolues comme on a à l'heure actuelle, ou est-ce qu'on voudra un jour une monarchie avec un roi suffisamment fort pour faire le bien de ses peuples? Et ça, c'est valable aussi bien pour la France que pour l'Espagne. Donc voilà, je crois que ce sera un peu mon point de conclusion, et je crois que j'ai tenu à peu près 1 heure, si je ne dis pas de bêtises.